Bon, excusez-nous, vous savez, quand on fait la traduction, c'est toujours un peu compliqué. Alors, on a beaucoup d'émotions avant de commencer ce programme, mais nous y voici. Nous sommes heureux d'être avec vous. Merci d'être venus en si grand nombre aujourd'hui à l'Alliance française de Chicago. Mon nom est Aimée Laberge, je suis la directrice des programmes et nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir l'auteur de La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Bougarsar, prix Goncourt 2021. Nous vous offrons aussi la possibilité, grâce à la technologie de pointe, qui a quand même besoin de support humain, comme nous pouvons le constater, de vous offrir aussi ce programme en interprétation simultanée en anglais. So, maybe I'm going to switch to English. Who is going to do in English? Raise your arm. Please, at least one person. Please. Even for those of you who don't need the English, maybe you want to test it. But let me tell you how you do that, okay? So, to listen in English via remote simultaneous interpretation, it's also called RSI. All you need is you have your phone, and we send you a reminder and an email. The subject line was reminder Mohamed Bougarsar. So if you go in this email, there's a Zoom link. You click on the Zoom link, you look at the bottom. Well, maybe on your phone it's not at the bottom, but on the menu at the bottom, there is a globe, and the globe is called interpretation. You click on it, and then you can click English, and you will have the voice of the translator as you listen here. All you need, please, if you try it, is to have your earbuds, les oreillettes, d'accord? Pour contenir l'anglais chez vous. Okay, so I wanted to say that avant de commencer, nous voulons, of course, remercier nos partenaires pour leur soutien. Dans ce cas-ci, la Villa Albertine ainsi que le service culturel de l'ambassade de France aux États-Unis pour la tournée américaine de l'auteur, ainsi que c'est vraiment une tournée de rockstar, d'après ce que j'ai entendu. C'est incroyable, il faut beaucoup de chemin. Ainsi que la Fédération des Alliances françaises USA pour leur soutien à la traduction. Maintenant, si vous voulez bien accueillir Axel Moller de Villa Albertine, merci. Je vais faire mon discours en anglais. Voilà, je vais faciliter la tâche des traducteurs pendant quelques secondes. So, good afternoon, everyone, and welcome to the Alliance Française, a wonderful institution promoting French culture and language in Chicago for over 126 years. Thank you, Aimée Laberge and Marie-Hélène Conlon, for hosting us today. I don't know how else to thank you since we work so well and so often together that I'm ashamed to use the same sentence again, just in case some of you in the audience have heard it 10 times already. So I'm Axel Moller, cultural attaché of the French consulate and director of the Villa Albertine in Chicago. Villa Albertine being the new name of the French cultural services in the US. Today, as Aimée already said, we are honored and delighted to welcome a French writer, Senegalese writer, such a French prize, Mohamed Bougarsar, who at a very young age won the Prix Goncourt in 2021 for his fourth novel, La plus secrète mémoire des hommes, which has recently been translated into English as The Most Secret Memory of Men by Lara Vergnaud. As you probably know, this is the oldest and most prestigious French literary prize. I'll spare you the list of the many other literary awards his previous publications have won, as it would be far too impressive. Mohamed has been actually on a world tour since the prize was announced 2 years ago, and he has just started his journey across the United States. He was in New York yesterday and will soon travel to St. Louis, Columbus, Boston, Los Angeles, and San Francisco, if I understood well. I don't dare to wish you to enjoy your stay here, Mohamed, as it will be very short and busy, but I'm sure that Chicago will be kind to you, as will this audience, which is dying to hear you talk about this novel and the strange mise en abîme into which you found yourself thrown, becoming in real life the epicenter of a literary world that you describe so wonderfully well in your book. Halid Lamlahi, assistant professor of French and Francophone studies at the University of Chicago, will lead today's conversation.
I know you've been friends for a long time, so thank you for offering us the pleasure of this public conversation. After this conversation, and if you don't have it yet, make sure to grab your signed copy of The Most Secret Memory of Men. I know that the French version of it are sold out already. Yes. So, there's still English copies available. I'm now going to anxiously try to sum up in one sentence what this novel is about, overcoming one of the characters' advice. N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre, ou si tu le fais, voici la seule réponse possible, rien. So in English, never try to say what a great book is about, or if you do, here is the only possible answer, nothing. So let me try. This novel tells the story of a young Senegalese writer fascinated by a cult book published in 1938 and almost impossible to find. He embarks on a search for its author, who mysteriously disappeared after a violent polemic that damaged his reputation in Paris. To do so, he immerses himself in the press archives and discovers that all the critics who wrote about the novel died shortly afterwards. Please give a warm welcome to Mohamed Bougarsa. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Alliance française, merci au service culturel français, merci à Aimé Laberge et toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'organisation de cet événement, de cette rencontre. Je suis extrêmement ravi d'être là avec un grand écrivain, mais aussi un ami, quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. On pourra revenir peut-être sur le contexte de cette rencontre après la rencontre. Je sais que Axel a déjà présenté brièvement l'œuvre de Mohamed Bougarsar, mais j'aimerais rajouter quelques détails, notamment sur les prix littéraires et la reconnaissance que son œuvre a eue jusqu'ici. Donc Mohamed Bougarsar est né en 1990. Et ensuite, il a fait notamment un parcours en classe préparatoire littéraire au Sénégal, en France, en France, à Compiègne, donc au nord de Paris. Et après ces classes préparatoires, il a intégré le HESS pour notamment faire une thèse de doctorat. Mais très vite, la fiction, le roman, l'ont happé. Et il s'est retrouvé embarqué dans une aventure littéraire qui ressemble énormément, peut-être, à certains égards, à celle de son héros et à celle de ce roman, La plus secrète mémoire des hommes. Mais avant ce roman, Mohamed Bougarsar a publié 3 romans. Je tiens à les citer rapidement. Le premier roman s'intitulait Terre Sainte en 2015 et il a été couronné par le prix Kuruma et le Grand Prix du roman métis. Le deuxième roman, Silence du cœur, en 2017, qui a eu le prix Littérature Monde Étonnant Voyageur. Troisième roman, De purs hommes, en 2018. Et on arrive au 4e roman, qui est l'objet de cette rencontre aujourd'hui, La plus secrète mémoire des hommes, qui a eu le prix Goncourt, comme le mentionnait Axel tout à l'heure, peut-être certainement le prix littéraire le plus prestigieux pour une œuvre francophone. Alors, avant de poser ma première question à Mohamed Bougar, j'aimerais juste, parce que j'ai parcouru quelques articles de presse très rapidement en préparant cette rencontre, pour voir comment Mohamed Bougarsar était reçu, perçu dans le monde, notamment dans le monde francophone. Et je vous livre rapidement quelques qualificatifs qui sont souvent associés à son nom et à son œuvre. Un écrivain surdoué, un jeune prodige des lettres africaines, l'écrivain le plus prometteur d'Afrique francophone et surtout, un travailleur obstiné. Et on va y revenir. Alors, je me tourne vers Mohamed Bougar
bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Alliance française de Chicago et bienvenue à Chicago. Alors, ma première question, elle va être très simple. Le prix Goncourt que tu as eu en 2021, on est 2 ans plus tard. Comment vas-tu aujourd'hui, en 2023, après ce tourbillon médiatique et littéraire qui a accompagné cette œuvre? Alors, merci Khalid et bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Merci à l'Alliance française de Chicago de nous recevoir et merci à la Villa Albertine d'accompagner cette tournée américaine. Merci à toi Khalid de me faire l'amitié d'accompagner et d'animer cette discussion. Il est évidemment entendu que quand tu dis grand écrivain, tu parles de la taille, mais ça ne veut pas d'autres choses que je récuse totalement. Écoute, pour être tout à fait honnête, puisqu'il faut être tout à fait honnête dans ces circonstances, comment je vais... C'est une question en fait que je ne me pose même plus tellement parce que je ne suis pas certain que la réponse soit très intéressante. En tout cas, c'est très difficile de dire je vais bien ou je ne vais pas bien. La vérité, c'est que le prix et ce que ça déclenche met dans un état d'extrême excitation, d'extrême stimulation et d'extrême fatigue, mais à égale intensité. À partir de ce moment-là, ce qui importe, c'est peut-être de pouvoir trouver de l'intérêt, du plaisir dans ce que l'on fait, c'est-à-dire dans le fait de rencontrer un public qui vous a d'abord rencontré par l'écriture et d'essayer vraiment de trouver quelque chose d'intéressant pour soi et de faire de chaque rencontre le lieu et le moment d'une meilleure compréhension de ce qu'on fait, soit parce qu'on y réfléchit soi-même, soit parce qu'on a un intervieweur de ta qualité qui vous pousse à y réfléchir un peu plus profondément, soit parce que dans le but public, il y a une question qui vole. Et ce qui est certain, c'est qu'en effet, je ne suis certainement pas l'ami de Greta Thunberg, vu mon empreinte carbone des dernières années. Et oui, mais c'est extrêmement intéressant de voir comment un livre, à la faveur des traductions, est reçu et lu aussi différemment dans le monde. Donc, c'est une expérience que j'essaie vraiment dont j'essaie de profiter au maximum. Mais le repos n'est plus loin, puisque les États-Unis forment mon avant-dernier voyage de promotion, de tournée. Et ensuite, je retourne dans mon village. Voilà. C'est noté. Tu as parlé de traduction. J'aimerais et on a cité le nom de la traductrice, puisqu'on est aujourd'hui ici pour célébrer aussi la sortie de cette traduction en anglais. J'aimerais reciter son nom, Lara Vergnaud, qui est au courant de cette rencontre et qui, je pense, par la pensée, elle est avec nous. Oui. Et en préparant cette rencontre, j'ai lu un entretien avec Lara Vergnaud où elle décrivait un peu ce processus de traduction. Il y a une phrase, il y a une information qui m'a beaucoup frappé. Elle dit qu'elle a traduit 10 fois la première phrase du roman. Et je trouve qu'on ne rend pas suffisamment, on ne reconnaît pas suffisamment le travail des traductrices et des traducteurs. Et je pense que c'était important aussi qu'on commence cette rencontre en saluant Lara Vergnaud, en saluant ce travail énorme, parce que c'est un roman, on va en parler, extrêmement difficile. Et elle a fait un travail énorme à ce niveau-là. Oui, je pense à elle et je la salue aussi. Sa traduction, pour ce que j'ai pu en mesurer, est une très belle traduction. Et je me rappelle notre unique rencontre, parce que nous nous sommes rencontrés une seule fois à Paris, quand elle était en train de traduire. J'ai tout de suite vu que c'était une traductrice de très grande qualité aux questions qu'elle a posées et aux détails qui l'intéressaient. Et je ne suis pas du tout étonné. En tout cas, je suis très content que tous les articles qui ont paru ici aient salué sa traduction parce que je pense que c'est une très belle traduction. Alors, avant de plonger peut-être dans le roman, parce qu'on a hâte de parler de l'œuvre elle-même, quel a été ton niveau d'implication
au niveau de la traduction avec Lara Vergniaud, mais aussi avec d'autres traductrices, d'autres traducteurs. Est-ce que c'est quelque chose ce qui t'a intéressé et à quel niveau Oui, oui, ça m'a intéressé puisque je suis né dans un environnement plurilingue au Sénégal. Donc, le fait de circuler entre les langues faisait déjà partie comment dire, d'une configuration mentale. Là, évidemment, c'est autre chose que de traduire de façon professionnelle un livre. Et cela dépend vraiment des personnalités des traducteurs et de la manière et de leur méthode de travail. Lara m'a posé quelques questions, on s'est rencontrés, on a discuté, mais d'autres traducteurs ne m'ont pas du tout sollicité et je le respecte tout à fait. Tout dépend de la manière dont les traducteurs travaillent. Certains sont extrêmement obsessionnels, voire un peu névrosés dans la langue. Mais c'est comme ça, c'est très intéressant. D'autres ne font pas du tout signe et préfèrent rester dans leur bulle, ce que je comprends aussi. Mais c'est aussi faire confiance à ces traducteurs et traductrices-là parce que c'est aussi tout un défi pour eux, pour elles. Donc, c'est très important. En tout cas, je me suis toujours tenu à la disposition des traducteurs, par intérêt personnel aussi pour la traduction. En tout cas, intellectuelle et puis plus intime aussi, parce que ça signifie naviguer entre plusieurs langues. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que ce roman, qui est magnifique, qui est absolument magnifique, ait été traduit dans plus de 30 langues, 38 langues, si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'on peut tout de suite imaginer la réception, l'écho que aura ce roman dans le monde entier, avec de nouvelles questions, de nouveaux débats et une nouvelle réception. Alors parlons du roman maintenant. J'aimerais qu'on parle du roman. Alors Axel tout à l'heure a présenté un peu rapidement l'univers, ou du moins on va dire, parce que c'est un roman qu'on ne peut évidemment pas résumer, mais ce qu'on peut en dire en quelques mots, c'est qu'on est en 2018, on a ce jeune écrivain sénégalais qui s'appelle Diégane et qui donc tombe un jour sur le labyrinthe de l'inhumain. Donc il découvre finalement ce texte et il part à la recherche de l'auteur de ce texte. Et il s'engage comme ça dans une sorte de quête et d'enquête en même temps. Alors j'aimerais, avant d'avancer un peu plus dans la conversation, j'aimerais t'entendre parler sur la genèse de ce roman, c'est-à-dire comment l'idée de ce livre t'est venue, à quel moment et dans quelles circonstances. Alors, ça, c'est une question qui est très difficile parce que je crois qu'il est toujours compliqué de dater très précisément la genèse d'un roman. Parfois, on peut emporter les germes pendant des années, parfois même de façon inconsciente. Et puis, à un moment donné, avoir quelque chose, une étincelle qui lance l'écriture. Mais le moment où on commence à écrire n'est pas le moment où le roman commence à avoir une vie. Parfois, l'âge littéraire, l'âge des livres est beaucoup plus profond que l'âge mathématique avec lequel nous comptons les actes que nous faisons dans le monde. Mais disons que la lecture de Wiyambo Ologame, par exemple, cet écrivain malien, qui en 1968 a obtenu le prix Renaudot après son premier roman, Le devoir de violence, a été accusé de plagiat quelques années plus tard, avant de se retirer de toute vie publique, de toute vie littéraire au début des années 70 et de ne plus en sortir jusqu'à sa mort en 2017. La lecture de ce roman est un premier jalon. Et ce roman, je l'ai lu quand j'étais adolescent, encore à Saint-Louis du Sénégal et non de Missouri. Et à Saint-Louis du Sénégal, où j'ai fait mes études, j'ai lu ce roman et ça a été une vraie révélation pour moi. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a un certain nombre de questions à une époque où, évidemment, je ne savais même pas que j'allais écrire le moindre livre qui se sont implantées via ce roman. Ensuite, j'ai continué mon parcours, j'ai fait mes études et à un moment donné, je suis revenu sur ce roman, Le devoir de violence, dans le cadre d'un travail universitaire. Donc, j'y suis d'abord revenu par l'académie, par le travail académique, avant d'abandonner ce travail académique. D'ailleurs, j'ai fait une assise
pour comment dire, rejeter totalement cette affirmation de travailleur acharné, puisque c'est pas Obstiné. obstiné, c'est pire encore. Tout à fait laisser abandonner ce travail universitaire par paresse totale. Je n'ai pas d'illusion à ce sujet. Et donc, j'ai abandonné le travail universitaire pour écrire un roman. Donc, tout ce que je voulais faire autour de Wologem et du devoir de violence est passé d'une certaine manière dans ce livre, en rencontrant un certain nombre d'autres obsessions liées maintenant à la littérature, à la lecture, à l'écriture, à la réception des livres et à la manière dont les livres circulent dans un espace personnel, une sorte de musée imaginaire personnel, pour reprendre le titre de Malraux, ou plus globalement, très physiquement, dans le monde et selon les structures du monde qui sont les nôtres aujourd'hui, qui est un monde qui est encore très marqué par l'histoire et par des relations qui sont des relations coloniales, historiques, très fortes. Toutes ces questions-là ont rencontré ma fascination pour Wologem, et c'est de cela qu'en 2018, j'ai commencé à écrire physiquement le roman, mais de façon très évidente, je crois que j'emporte les questions depuis très longtemps. Alors, c'est un roman, comme je disais, un roman qui a été qualifié de roman monde, de roman fleuve, tellement c'est un roman extrêmement riche qu'on peut lire à partir de plusieurs niveaux, à partir de plusieurs questions. Il y a énormément de personnages, il y a des écrivains, il y a des critiques littéraires, il y a des journalistes, il y a, je ne les ai pas comptés, mais peut-être en préparant cette rencontre, je me disais, et je me posais la question, et c'est la question que je veux partager avec toi, est-ce que le personnage principal de ce roman, c'est finalement le roman lui-même, c'est-à-dire la littérature finalement? Est-ce qu'il y avait cette idée dès le début de faire un roman sur la littérature? Oui, alors c'est l'un des personnages principaux, et peut-être même que pour éviter de se demander quel en est le sujet, on peut dire que c'est la littérature, ce qui dit quelque chose et en même temps est très très ouvert, ne dit pas grand-chose, mais c'est précisément ça l'interrogation profonde de ce roman, c'est finalement quand on dit littérature, de quoi est-ce qu'on parle? Comment aborder cette question-là lorsqu'on est un jeune écrivain, mais aussi, c'est-à-dire un lecteur, quelqu'un en tout cas qui vit avec les textes, qui vit avec le désir d'écrire, mais en même temps la peur d'écrire, avec une intention très forte, mais aussi la paralysie que provoque la littérature lorsqu'on se met en face d'elle, avec cette joie-là, cette énergie-là, mais qui n'est pas du tout séparable de la tristesse que la littérature ou de la mélancolie que la littérature provoque lorsqu'on vit avec elle au jour le jour. Mais c'était ces questions-là, parce que je me trouvais à un moment où je pense que ces questions-là commençaient à me hanter très profondément, très longuement, et je voulais, d'une certaine manière, leur donner une expression littéraire à travers ce roman. On peut considérer que oui, c'est un roman sur le roman, mais je voulais surtout éviter l'idée que lorsqu'on fait ce type de choix, le roman est forcément ennuyeux. Je voulais vraiment le mettre en rapport avec des personnages, avec des vies très concrètes, des questionnements très concrets, puisque mon hypothèse de départ, et ce en quoi je crois d'ailleurs, et là, pas seulement comme auteur, mais de façon plus globale comme individu, c'est que la littérature n'est pas séparée de la vie du tout, et que lorsqu'on est en train de lire, on n'est pas dans un monde à part. Les personnages qu'on rencontre, qui nous émeuvent, les phrases qui nous touchent, ne relèvent pas d'un univers parallèle. Ils appartiennent à notre monde et ont des effets très concrets sur ce que l'on fait, sur nos choix, et nous aident. Quand on dit que la littérature nous aide à mieux vivre, ça ressemble à une phrase très pompeuse comme ça, n'est-ce pas? On retrouve en quatrième de couverture des romans ou dans les magazines voilà, de promotion, mais ça veut dire quelque chose, vraiment, je pense. Et ce roman était pour moi l'occasion de le réaffirmer, mais en partant, non pas de quelque chose de très théorique ou abstrait, mais de ma propre expérience de lecteur et d'écrivain. Alors, parmi les personnages, parmi la panoplie de personnages qu'on retrouve dans ce roman, il y a des écrivains. Et il y a notamment de jeunes écrivains africains, un groupe
de jeunes écrivains africains qui se côtoient, qui passent du temps ensemble, qui discutent, qui débattent de la littérature et qui débattent surtout de leurs conditions d'écrivains africains en France. Alors, avec notamment des réflexions sur ce que c'est que la reconnaissance de la littérature africaine et de l'écrivain africain en France, un débat et un thème extrêmement important, notamment quand on pense à la question de la francophonie, etc. Jusqu'où cette thématique-là, cette question-là, a guidé finalement l'écriture de ce roman? Oui. Pour te répondre, je vais revenir à l'histoire de Yambo Ologem. Yambo Ologem a connu la gloire et la chute, et sa chute est venue d'une accusation de plagiat. On l'a accusé d'avoir plagié un certain nombre d'auteurs, mais aussi des livres saints, le Coran, la Bible, mais aussi Graham Greene, André Schwarzbart, Maupassant, Tite-Livre, hein, on voit et il y a cette accusation, mais ce qui est le fond de l'accusation, à mon avis, la lecture que j'en ai faite, c'est que Wologem, venant d'un espace culturel, historique, littéraire, qui ne relevait pas du canon central de référence de la littérature, c'est-à-dire le canon occidental, n'a pas eu la liberté de jouer avec ce canon. Et la question qui me vient toujours à l'esprit, et qui est une question tout à fait hypothétique, est de me dire si Wologem s'était appelé Jean Perrin et qu'il avait été d'une autre couleur de peau, et il avait eu une autre biographie, est-ce que ce qui lui est arrivé lui serait arrivé? En d'autres termes, l'histoire de Wologem est une métaphore des relations parfois asymétriques entre un espace central et des espaces périphériques. Cela, c'est politique, mais la politique s'étend à la littérature, où la littérature n'échappe pas aux relations politiques d'une certaine manière. Et on peut toujours se poser la question, qui a le droit d'écrire quoi, qui a le droit de jouer avec quoi, qui a le droit de jouer avec qui. Est-ce que dans la grande bibliothèque du monde ou la grande bibliothèque de Babel, tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde est sur une étagère horizontale? La réponse, évidemment, est non, puisqu'il y a des rapports de pouvoir qui imprègnent profondément les questions littéraires. Il se trouve qu'en regardant l'histoire de Wologem, il y a évidemment des questions littéraires très profondes, il y a des questions sociologiques, politiques, qui ne sont pas découplées de ma propre expérience moi-même en tant qu'écrivain sénégalais qui vit en France et qui publie en France depuis quelques années. Je vois très bien que parfois la réception n'est pas la même, la réception médiatique n'est pas la même, l'intérêt n'est pas le même, et qu'il y a tout un ensemble de faits, d'éléments qui peuvent vous renseigner sur le fait qu'il y a toujours, la question de l'altérité est toujours problématique en littérature aussi. Évidemment, maintenant que j'ai dit ça, on me répondra précisément, et c'était l'intervention d'Axel Moller tout à l'heure, est-ce que, ayant reçu le Goncourt, je peux encore me permettre de dire des choses semblables, étant donné que j'ai après m'être moqué un peu de cela, en tout cas d'en avoir formulé une critique littéraire par la fiction dans ce roman, je reçois le prix Goncourt. Bon, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Mais la réponse est toute simple, c'est de dire que mon cas n'est pas représentatif. Et c'est vrai, et que ce n'est pas parce que j'ai eu ce prix que la question que le livre pose sur ces relations-là est supprimée du même coup. Voilà. Bien sûr, tout à fait. Je pense qu'il y a une question qui est au fondement même de l'expérience des écrivains francophones, enfin, qu'on aime bien souvent réduire à la catégorie de francophones, en les excluant, en les mettant à la périphérie, et en projetant pas mal de stéréotypes et d'attentes aussi envers eux. Alors, il y a beaucoup d'ironie dans ce roman, je tiens à le préciser, il y a beaucoup de... C'est un roman extrêmement foisonnant, comme je disais, qui traverse les espaces, les géographies. Donc, on passe du Sénégal, enfin de l'Argentine au Sénégal, en passant par la France. Je donne juste quelques exemples. Et en même temps, beaucoup de personnages, comme je disais, beaucoup de formes littéraires, mais je vais y revenir. Mais il y a aussi beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie.
Et souvent, il y a une forme de critique qui est extrêmement piquante, en fait, quelque part, et une critique acerbe. J'aimerais peut-être lire juste une phrase. Alors ça, c'est une phrase qui se retrouve dans la bouche d'un critique littéraire, puisqu'on parlait de la réception des écrivains africains. Page 87. Alors c'est un critique littéraire, bien évidemment français, qui parle. On veut bien, qui parle de la réception de l'œuvre de Eliman, donc cet écrivain qui a été accusé voilà, de plagiat qui a disparu. Je cite, on veut bien que la colonisation ait fait des miracles d'instruction dans les colonies d'Afrique. Cependant, comment croire qu'un Africain ait pu écrire comme cela en français? En interrogation. Alors, il y a cette manière, ce climat un petit peu de suspicion tout au long du roman, mais on parlait aussi de la condition des écrivains africains en France. Et là, le rapport finalement au centre français, à la reconnaissance par la France, là, tu montres un peu toute l'ambiguïté de la situation et de la condition de l'écrivain africain. En disant par exemple que la reconnaissance du milieu littéraire français, je cite, c'est notre honte, mais c'est aussi notre gloire fantasmée, notre servitude et l'illusion empoisonnée de notre élévation symbolique. Est-ce que quelque part, tu as voulu aussi saisir un peu la complexité et les contradictions, les paradoxes qui sont attachés à l'expérience de l'écrivain africain qui écrit en français, et qui vient bien évidemment d'une ancienne colonie? Oui, le paradoxe, en fait, est tout simple. C'est que comme écrivain, souvent d'expression française et venant du continent africain, l'une des manières les plus efficaces, peut-être même la seule, d'être lu à une échelle un peu importante, ça passe par la France. Parce que les structures économiques, la structure éditoriale fait que tout est centralisé par la France et la France donne une amplification, une ampleur très forte à des œuvres qui viennent, la France peut donner. Ça ne veut pas dire que ça se passe systématiquement, mais cela peut arriver. Évidemment, lorsqu'on est un écrivain africain, peut-être qu'on a le désir, oui, d'être lu. On écrit en français, expression française. Le problème, c'est qu'évidemment, lorsqu'on écrit en français, langue donc héritée de la colonisation, et langue qui bien souvent est la seule dans laquelle on arrive à écrire, puisque à l'école, c'est la seule qu'on nous enseigne. On peut parler d'autres langues, mais quand il s'agit de les écrire, c'est une seule langue. Pour la majorité, c'est le français. Le paradoxe, c'est que quand on écrit dans ces langues-là, dans notre propre pays, par exemple au Sénégal, on n'a pas énormément de lecteurs, même si les gens apprennent le français, mais ils ne vont peut-être pas à un niveau assez pour qui leur permettrait de lire comme ça régulièrement des œuvres. Le lectorat est réduit. Il y a, disons, d'autres situations, d'autres. À partir de ce moment-là, reste la France, qui a des maisons d'édition, qui ont une tradition plus longue. On pourrait se dire c'est notre chance d'aller là-bas. Mais disons, non, c'est notre chance. On est tout à fait conscient du fait que cela peut aussi être l'enfer le plus absolu qui soit, puisqu'on peut s'exposer à toute une machine de formatage, d'une réception qui est fondée sur des malentendus, voire sur des stéréotypes. On peut s'exposer aux assignations, qui sont toujours doubles d'ailleurs, puisque dans notre propre pays, on est aussi assigné. Et puisque votre propre pays projette sur vous des attentes, évidemment. Même s'il ne vous lit pas, ça ne l'empêche pas d'avoir des attentes sur ce que vous devez écrire. Et de l'autre côté, vous avez un pays qui a aussi une tradition, la France, donc, qui a une tradition, qui a un rayonnement, qui est là, qui peut vous permettre voilà, d'avancer très vite, mais qui ne le fait pas toujours. En tout cas, parfois, il y a un prix. D'ailleurs, il y a toujours un prix, c'est pas juste parfois. Il y a toujours un certain prix. Toute la question est de savoir quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour... voilà, c'est toute la complexité de la situation est celle-là, et j'oublie beaucoup d'autres aspects. Et ce que je dis là,
ne concerne pas simplement que les écrivains africains. Donc, il y a beaucoup d'autres espaces francophones du monde où la question peut se poser d'une certaine manière. Est-ce que dans le monde anglophone, c'est pareil? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'un écrivain ghanéen ou nigérian soit dans la même situation. Parce que les histoires coloniales n'étaient peut-être pas les mêmes, les histoires de décolonisation n'étaient peut-être pas les mêmes, et surtout le public naturel n'est pas le même. Je pense qu'un écrivain nigérian peut tout à fait se passer de devoir publier en Angleterre ou aux États-Unis, même si ça se passe beaucoup, mais je pense qu'il y a aussi un public local qui peut porter un livre de façon économique, je veux dire. Donc voilà, tout ça réunit la politique, l'économie, les symboles et la littérature. Et ça fait partie, bien évidemment, de l'expérience de l'écrivain africain, de manière générale. Et toutes ces questions, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces questions sont abordées de manière très subtile, très complexe, très nuancée, tout au long du roman. Alors, je parle de nuance, de complexité. On retrouve cette complexité et cette nuance, et c'est vraiment ce travail poussé à l'extrême au niveau de la composition et de la structure du roman. Alors, c'est un roman. Moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai été extrêmement frappé par toutes les formes littéraires qu'on trouve dans ce roman, dans ce texte. Alors, il y a des fragments de presse, il y a un conte, il y a des archives, il y a un récit, il y a, il y a des critiques littéraires, il y a un rapport, il y a un rapport à un moment donné, il y a des mails, il y a même des messages Facebook, je crois, et des messages WhatsApp à un moment donné. Alors, ma question, elle porte un peu sur cet aspect-là, sur cette composition-là. Pourquoi avoir choisi de varier comme ça les formes littéraires et aussi de jouer avec les perspectives de narration, parce qu'on est sur un roman, comme on dit, polyphonique, c'est-à-dire un roman où il y a plusieurs voix narratives avec des changements de perspective, c'est-à-dire un événement qui peut être raconté par un personnage va être raconté par un autre qui va venir le compléter, nuancer le propos du premier narrateur, etc., etc. Pourquoi s'engager dans ce choix-là, dans cette perspective? Alors, il y aurait première réponse très simple, qui consisterait à dire que dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons tous l'illusion que notre vie est extrêmement ordonnée. Notre vie intérieure, je veux dire. Nous savons tous que c'est un chaos d'illusion. Parce que nous pensons, enfin, mais ça, c'est vraiment une influence, comment dire, une vision très positiviste de l'histoire et comment dire, même de l'histoire psychologique. C'est de penser que le monde n'est qu'une succession comme ça de choses qui se passent, qui arrivent les unes après les autres dans une temporalité qui n'a qu'une direction. La flèche du temps n'a qu'une direction. Mais non, 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 parce que notre vie quotidienne est constellée de retour en arrière et de projection en avant et de marinade dans le présent. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est ce que je voulais d'une certaine manière montrer. Le roman est un genre protéiforme, on le sait, il peut tout accueillir sans cesser de rester un roman. Et je voulais garder cela. L'idée que tout peut tenir dans un roman sans que cela ne cesse d'être un roman. Alors évidemment, il faut essayer de leur donner un semblant de cohérence pour que ça ne ressemble pas non plus à le chaos dont je parlais tout à l'heure. Il se trouve que j'ai une grande admiration pour un certain nombre d'écrivains latino-américains. Et chez beaucoup de latino-américains, il y a ce principe-là d'une grande impureté du réel qui se traduit dans des formes romanesques. Quand on songe, par exemple, à un roman comme Marel de Cortázar, avec des sens de lecture différents, c'est assez... Mais même quand on songe à Borges et à sa fascination pour l'idée du labyrinthe, pour la figure du labyrinthe, il y a une projection possible. Il y avait pour moi une projection possible de ces lectures, idées, dans l'espace romanesque. Du reste, la raison principale pour laquelle il y a le roman est si éclaté dans sa forme, c'est que le personnage qu'on recherche, Eliman, en tout cas l'objet
de tous les discours, de tous les récits, de tous les fantasmes, de tous les souvenirs, et d'une certaine manière au centre du labyrinthe. Et plutôt que d'avoir un discours qui aurait pris en charge la totalité de sa vérité ou de sa vie, j'ai préféré avoir plusieurs personnages qui chacun avait une perspective différente, voire parfois opposée de celle d'un autre, pour essayer d'en faire une sorte oui, d'absent, vraiment quelqu'un qui est absent, mais qui est très présent par les discours, mais qu'on n'arrive pas à saisir. Donc, pour que même l'interprétation sur ce qu'a été sa vérité, lorsqu'on songe au lecteur, soit différente. En tout cas, offre plusieurs possibilités. Moi, je tiens beaucoup à cette liberté-là dans l'écriture, mais aussi dans la lecture, de pouvoir interpréter différemment. Je ne suis pas du tout je pense, un romancier qui serait capable d'amener une conclusion, c'est-à-dire de dire voilà ce qu'il faut penser à la fin, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour l'intelligence de tout le monde et à la possibilité pour chacun d'avoir un point de vue. Mais pour que cela soit possible, il faut le mettre en place dans l'espace du roman. Dans l'écriture même, il faut ouvrir plusieurs choses. Ça peut ressembler à un chaos, à un fouillis, on peut s'y perdre, mais encore une fois, je pense que oui, en tout cas, je suis très attiré par ce type de roman-là comme lecteur, et c'est ce type de roman-là que j'avais envie un tout petit peu d'écrire. Et on le sent, bien évidemment, en lisant ce roman, c'est-à-dire sincèrement, je ne le dis pas parce que c'est Mohamed Bougard qui est en face de moi, mais c'est vraiment un roman qui nous fait réfléchir, qui nous interroge, une sorte vraiment de miroir dans lequel on s'observe constamment en tant que lecteur et en tant que lectrice. Et c'est vraiment un élément, l'une des forces vraiment de ce roman. Il a quelque chose de très désarmant, de très provocateur, et on n'en sort absolument pas indemne de la lecture de ce roman. Alors, tu as mentionné Borges, tu as mentionné, on peut penser à Sabato, mais il y a une autre figure, puisqu'on a parlé de l'écrivain malien Yombo Woolagem, qui est au cœur, qui est à l'origine, on va dire, de ce roman. Il y a un autre écrivain chilien, pour le coup, qui est Bolaño, qui, lui, a inspiré le titre de ce roman. Et je pense que quand on connaît un peu Bolaño, il y a aussi beaucoup de ressemblances, beaucoup d'inspiration. D'ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure de labyrinthe, en préparant cette rencontre, j'ai lu un commentaire sur Internet, quelqu'un qui disait que ce roman aurait pu s'intituler Le Labyrinthe aussi, tellement il y a ce jeu de pistes et cette manière de faire réfléchir le lecteur. Mais alors, sur Bolaño et sur l'Amérique latine, parce que tu as mentionné tout à l'heure ton attachement à certains écrivains d'Amérique latine. Alors, est-ce qu'il y avait aussi ce désir de mettre en dialogue, peut-être je m'avance un peu trop là, mais de mettre en dialogue la littérature africaine et la littérature d'Amérique latine? Est-ce que c'est un élément aussi important dans le livre? Oui, c'est important parce que, évidemment, j'ai d'abord commencé par beaucoup aimer les littératures d'Amérique latine et des Caraïbes. Dans les Caraïbes, j'inclus par exemple un pays comme Haïti. Je reviendrai tout à l'heure sur une généalogie possible. Mais disons que je me suis demandé pourquoi est-ce que ces littératures me parlaient autant. Pourquoi par leur forme, par leur ton, par leur situation, ces littératures me touchaient. Moi qui jusque-là avait été un pur produit de la littérature française. Quand je dis pur produit, ce n'est pas, disons que j'ai eu une éducation au Sénégal, j'ai lu la littérature sénégalaise, africaine, etc. Mais disons que mon autre référence, c'était d'abord la littérature française. Et quand j'ai découvert un peu plus profondément ces littératures-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui me parle là de façon différente. Je peux tout à fait aimer la littérature française, européenne, la plus classique, mais disons que les émotions que j'ai pu avoir n'allaient pas à la même profondeur et ne s'adressaient même pas aux mêmes organes chez moi. Cette phrase est pendature. Je voulais simplement dire que là où la plupart du temps, c'est ma tête qui était stimulée, c'est mon cerveau pur et dur
Dans un autre cas, c'était autre chose. Donc, j'ai voulu savoir pourquoi. Donc, et puis, je me suis dit, il y a des ponts, il y a des ponts, il y a des échos, il y a des histoires possibles qu'on peut expliquer historiquement, enfin, voilà, à travers l'esclavage, à travers le fait qu'il a... Et puis, bon, il y a une façon aussi de se rapporter à ce qu'on appelle le réel, à ce qu'on appelle le récit, à ce que signifie faire un récit sur le réel. C'est très, très différent. Ça ne touche pas tout le monde, hein. Je sais que tout le monde n'est pas sensible à Cortázar ou même à Garcia Marquez. Hein. Tout le monde n'aime pas parce que ça ne parle pas. En tout cas, moi, ça m'a parlé, ça m'a touché. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de voir quels étaient des liens possibles. Et l'exemple que je voulais donner tout à l'heure était celui de Garcia Marquez précisément, qu'on considère habituellement comme le père, l'une des figures importantes de ce qu'on appelle le réalisme magique. Lui, c'est ignoré que lui a toujours rejeté cette paternité en disant qu'il avait, oui, il pouvait faire ce qu'on appelait du réalisme magique. Bon, ça, c'est tout un débat. Qu'est-ce que ça signifie? Mais il l'attribuait à un haïtien, qui est Jacques-Stéphane Alexis. Et donc, sachant que, voilà, Garcia Marquez l'attribue à un haïtien. Garcia Marquez était très lu par un Congolais qui s'appelle Sonny Laboutansi, qui dit que c'est chez lui qu'il a trouvé des choses, etc. Donc je me dis, il y a des histoires comme ça qu'il faut pouvoir retrouver d'une certaine manière, parce que on peut avoir l'impression via la colonisation que beaucoup de pays d'Afrique francophone n'ont eu de relation qu'avec l'Europe, avec la France en particulier, mais il y a d'autres ouvertures possibles dans cette bibliothèque-là. Et donc, tout ça me ramène à Bolaño, puisque c'est le début de la question. Je trouve que Roberto Bolaño est très étrange parce qu'il n'est pas à proprement parler un héritier. Si, c'est un héritier, mais un héritier très paradoxal de ce qu'on appelle le boom latino-américain autour de ce concept de réalisme magique. Roberto Bolaño est un héritier paradoxal de Garcia Marquez, de Vargas Llosa. C'est un héritier paradoxal de Borges et de Sabato. C'est un héritier paradoxal de Macedonio Fernandez et de Guillermo Cabrera Infante. Il change quelque chose, il reçoit tout ça, mais c'est aussi un immense lecteur de la littérature européenne, classique. Et il rassemble tout ça pour en faire quelque chose qui est très personnel. Et chez lui, j'ai trouvé ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé d'une certaine manière ce qui avait été, ce qui est mon parcours et mon cheminement dans la littérature, c'est-à-dire une place seulement de carrefour aussi. Le fait d'être une sorte dans un entonnoir et de voir plusieurs choses arriver et d'essayer d'en faire autre chose. Et Bolaño m'a libéré pour beaucoup de choses, dans mon écriture, dans mon rapport à la liberté que je me donne, dans la question de l'humour, dans la question de beaucoup de choses dans le texte. Il m'a juste appris que tout texte, tout roman devait être une machine narrative et que ça devait d'abord être très énergique dans la façon de raconter. Ça veut pas dire enchaîner les événements, enchaîner les actions, faire une sorte de suspense en permanence, c'est pas ça. L'énergie, elle passe d'abord dans la langue, elle passe d'abord dans la plongée qu'on fait dans une langue, dans un personnage, et le fait que ça soit toujours vivant. Voilà. Qu'est-ce que fait avoir une langue vivante? Qu'est-ce qu'avoir une narration vivante en permanence qui fait feu de tout bois sans céder aux facilités qu'on peut avoir quand on veut faire feu de tout bois. Et pour ça, Bolaño a été important. Et voilà, ça a été peut-être sur les 10 dernières années l'écrivain le plus important que j'ai rencontré. Alors, ce travail en profondeur cette mise en dialogue finalement, et ce travail complexe sur la forme, on le retrouve aussi dans la manière de traiter d'autres sujets, d'autres thèmes. Je vais en citer deux parce qu'on ne va pas tout couvrir, c'est un roman extrêmement riche, encore une fois. Il y a deux thèmes essentiels qui me paraissent essentiels. Il y a l'histoire et le rapport à l'histoire et la politique aussi. Alors, la littérature et l'histoire, parce que quand on lit ce roman, on traverse, je disais, des continents en voyage, mais on voyage aussi dans le temps.
et on est constamment amené à interroger le passé. Il y a toute une réflexion sur le passé, l'obsession du passé, l'incapacité de se projeter vers l'avenir. Et la manière dont tu abordes l'histoire est aussi extrêmement nuancée, mais avec aussi des arguments et une manière d'évoquer, par exemple, la colonisation ou la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui a guidé ton travail quand il s'agissait de finalement faire basculer la littérature dans l'histoire et vice-versa? Alors, je voulais que le roman soit une traversée de l'histoire et plus particulièrement de l'histoire du XXe siècle. C'est une histoire très violente qui a été évidemment mondiale par les guerres, mais aussi par la colonisation, mais aussi par l'avènement de certaines dictatures après des indépendances un peu partout dans le monde, en Amérique latine comme en Afrique. Je voulais qu'il y ait une traversée. C'est pour ça que le roman commence vraiment à l'aube du XXe siècle. C'était important. Cependant, moins que l'histoire, parce que c'est surtout, je trouve que la grande discipline avec laquelle la littérature dialogue, en tout cas chez moi, ce n'est pas tant l'histoire, même si l'histoire est la scène, évidemment. C'est plutôt du côté de la philosophie. Mais disons que, et ça donne une indication en réalité sur ma manière aussi, la manière dont j'essaie de travailler, qui part d'abord de questionnements personnels ou existentiels, dont l'expression se déroule sur une scène qui serait la scène de l'histoire. Et même cette réflexion sur le temps qui est dans le roman, sur la mémoire, est d'abord une réflexion plutôt qui part de la philosophie, qui arrive à la littérature, même si la scène est toujours l'histoire. Et je crois que la littérature est toujours liée au passé. Et que même quand on parle du futur et qu'on fait par exemple de la science-fiction, puisque c'est souvent comme ça qu'on pense on est en train de parler du passé dans la mesure où les questionnements, même quand ils sont liés au futur, sont des questionnements très anciens, sont des questionnements très éternellement liés à de grandes questions existentielles. C'est toujours la forme qui change parce que la forme est liée aux conjectures parfois historiques. Et l'exemple que je donne toujours, et ça me permet d'annoncer une intervention que je fais demain à l'université de Loyola, c'est que, par exemple, aujourd'hui, si on regarde notre temps très immédiat, nous parlons beaucoup d'intelligence artificielle. Ça semble être quelque chose de très contemporain ou même de très tourné vers le futur. Alors que je crois que les questions que cela soulève sont des questions extrêmement anciennes, très, 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 très anciennes. Et quand je dis anciennes, c'est pas juste il y a 50 ans, c'est plutôt des angoisses existentielles qui étaient là depuis Homère, si on veut. Évidemment, Homère n'aurait pas pu parler à ChatGPT, mais n'aurait pas pu écrire l'Iliade avec ChatGPT, mais d'une certaine manière, les questions qui sont dans Homère pourraient être les nôtres devant ChatGPT. C'est ça en fait. Et pour trouver cette forme là il faut pouvoir placer le questionnement sur un terrain qui soit autre que celui de l'histoire au sens factuel, mais plutôt de l'histoire comme scène où de vieilles questions reviennent toujours. Voilà. Alors, j'aimerais aussi poser une question qui me paraît aussi essentielle, puisque tu as parlé tout à l'heure du Sénégal, tu as parlé de l'Afrique, et ça c'est un élément aussi majeur dans ce roman. Il y a l'un de tes personnages à un moment donné qui donne un conseil à un autre, qui lui dit, s'il te plaît, n'écris pas un énième retour au pays natal. Parce qu'il y a eu toute cette vague d'écrivains africains qui écrivaient pas des carnets de retour. En référence, on salue ici la mémoire de Césaire, bien évidemment, mais c'est ce roman du retour au pays natal. Et
toi, tu as choisi d'aborder le Sénégal et d'aborder l'Afrique dans cette perspective historique, mais pas seulement. Il y a toute une réflexion aussi sur l'engagement politique, sur l'activisme, notamment de la jeunesse, la société civile. Ça, c'était aussi un élément très, très important dans le roman. J'ai noté notamment une phrase qui est très forte, je cite, « Il y a de l'espoir pour toutes les jeunesses révoltées ». Alors, l'Afrique, quand on pense à l'Afrique aujourd'hui, et quand on pense notamment au rapport entre l'Afrique et la France, on sait qu'il y a énormément de tensions, il y a des changements, il y a eu récemment des changements politiques majeurs dans de nombreux pays africains. Tout le monde observe le Sénégal, avec une élection présidentielle qui arrive bientôt. Alors, quelle est la part, si tu veux, quelle est l'importance de cette réflexion aussi entre la littérature, de ce dialogue entre la littérature et l'engagement, que ce soit l'engagement à travers la politique ou l'engagement à travers la société civile. Ouais. C'est aussi un élément, je pense, qui n'a peut-être pas été discuté vrai, suffisamment dans le roman. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. En fait, une grande question pour moi a toujours été de savoir comment est-ce qu'une littérature, qu'est-ce que cela signifie? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de littérature politique? Ou quand on dit qu'une littérature est politique, qu'est-ce que cela fait exactement? Quelle forme cela prend? Est-ce que cela veut dire que l'auteur doit être engagé lui-même? Et par engagé, c'est vraiment afficher sa couleur politique, afficher ses choix politiques, donner ses opinions sur où il les faire passer dans le roman, c'est-à-dire écrire basiquement des romans à thèse, qui portent ces thèses politiques directement. Ça ne m'intéresse pas, mais ça existe. Ou est-ce que cela veut dire que il y a une politique qui est propre au roman? Est-ce qu'il y a de la politique qui est propre au roman et qui passe dans le roman? Ça, c'est une autre question et qui est beaucoup plus difficile. Moi, je pense qu'il y a toujours une politique propre à chaque roman, qui varie de forme, qui varie surtout d'intensité. Et dans ce roman-là, évidemment, tout ce que j'en ai dit depuis tout à l'heure montre que c'est un roman très politique. C'est-à-dire, en tout cas, qui prend en charge de grandes questions, vieilles questions politiques liées aux relations coloniales, etc. Mais il y a une partie du roman qui s'intéresse à la politique, oui, au sens très local des choses, puisqu'à un moment donné, le Djegan arrive au Sénégal. Et dans un Sénégal qui est un peu en ébullition, comme en ce moment. Et à partir de là, la question est toujours de savoir si le fait d'être un écrivain, c'est-à-dire d'avoir affaire d'abord matériellement, mais aussi temporellement, au langage, à quelque chose de très abstrait, qui prend du temps avant de se matérialiser, et qui n'a a priori pas d'incidence directe, immédiate sur le réel. Est-ce que cela veut dire qu'on est dépolitisé, finalement? C'est qu'il y a là tout un... On est au carrefour de beaucoup de questionnements sur ce qu'est la politique. Est-ce que c'est d'abord incarné par des individus, incarné par des actions, incarné par des œuvres? Et si c'est par des œuvres, comment? Et évidemment, étant du Sénégal, je suis particulièrement souvent interpellé sur des questions de politique au Sénégal. On me demande ce que je pense de ci, ce que je pense de ça. Est-ce que tel doit passer? Est-ce qu'il faut dégager tel? De temps en temps, je fais des interventions dans des tribunes, mais le réel n'attend pas toujours des interventions. Et le réel n'attend pas toujours qu'on écrive des romans pour exprimer un peu sa réflexion sur une situation donnée. Les urgences sont là, parfois celles qui les vivent et les subissent sont demandeurs, ils veulent que vous vous prononciez, que vous preniez position. Parfois, vous ne le voulez pas, vous voulez prendre plus de temps pour que votre pensée soit plus mûre. Et est-ce qu'on est à ce moment-là autorisé à se réfugier derrière le temps de l'écriture du roman, en sachant que ce n'est pas... Vous voyez toute la difficulté de la chose. Cependant, je crois toujours que dans le monde et dans le monde social, il y a toujours une distribution des choses. Et chacun doit prendre sa part, évidemment, mais chacun doit prendre sa part en tant que, c'est-à-dire en tant que ce qu'il est lui-même. Et dans la distribution sociale des tâches, je suis un romancier.
je suis un écrivain et je dois constamment rappeler, veiller, défendre l'idée que un écrivain participe politiquement, mais comme écrivain. Voilà. Et que c'est tout ce qu'il peut faire aussi, le plus efficacement. Ça ne veut pas dire que s'il y a des marches avec des jets de pierre, je n'irai pas marcher et jeter des pierres. Mais là, je ne suis plus dans mon travail politique de fond. Je réagis à une situation comme d'autres peuvent le faire. Mais quand il faut vraiment être dans le fond des choses, je préfère toujours dire que je le fais par mon travail d'écrivain, qui prend plusieurs formes, mais qui reste d'abord lié à l'écriture. C'est une idée que certains peuvent accepter, que d'autres peuvent vivement critiquer, en disant, mais dans ce cas-là, quelle est l'utilité de ce que tu fais pour le corps social, pour le commun? C'est une question que j'entends, c'est une critique que j'entends, mais je ne peux pas lui apporter une réponse autre que je suis romancier. Alors, avant de donner la parole à la salle, j'avais une dernière question et peut-être qu'on pourra faire une réponse plus courte pour celle-ci avant de donner la parole à la salle, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations de la part de l'audience. On a commencé cet entretien, cette rencontre en évoquant 2021, le prix Goncourt. Aujourd'hui, on est en 2023. Qu'est-ce que peut-être, je ne sais pas si tu as une réponse courte à cette question, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ce roman, le prix Goncourt, ce roman, la réception qu'il a eue, qu'est-ce qu'ils ont changé en Mohamed Bougarsar aujourd'hui? Ça oui, c'est bon, c'est difficile d'y répondre parce que ça dépend exactement de quel aspect on parle. Bon, le roman ouvre à des perspectives immenses, les traductions, les réceptions dans le monde entier, les invitations. Sans le concours, sans tout ça, je ne serais pas là, c'est certain. Bon, je suis là, j'ai été ailleurs et ailleurs et ailleurs, donc ça change un rythme de vie, ça change évidemment la relation à l'écriture, ça change la relation à vos proches, faut trouver un autre rythme quoi, pour s'adapter à ce que ça impose, mais en même temps, c'est très agréable parce que c'est une découverte pour beaucoup de gens qui vont découvrir vos autres romans, qui vont attendre les suivants. Donc, bon, ça place aussi, il faut replacer toute la chose dans ce contexte-là. Et puis, maintenant, est-ce que ça m'a changé comme individu vraiment profondément? Bon, ça, je ne sais pas vraiment. Ça. Mais et pour ce qui est de l'écriture, je ne sais pas. Puisqu'en fait, quand on dit est-ce que ça vous a changé, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'écriture. C'est-à-dire que, bon, est-ce que que ça ait changé mon caractère, que je sois devenu plus snob, C'est pas le cas. Ça, c'est pas trop. Si oui, ça pourrait être ça, mais ce serait pas trop grave. Disons que, bon. Mais pour celles et ceux qui te connaissent, je tiens à le dire, l'adjectif snob est-ce qu'il y a de plus loin, de plus éloigné de ta personne et de ton caractère, et je tiens à le dire. Alors, maintenant, c'est dans l'écriture. On verra parce que je ne sais pas. Voilà. Alors, avant de donner, donc là, je pense qu'il va y avoir des questions. Il y avait une citation que je veux dire parmi les. Parce que ce qu'il faut savoir dans ce roman, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, peut-être je l'ai dit, mais je le répète, c'est qu'on s'arrête presque à chaque ligne. Toutes les deux lignes, on s'arrête, on souligne quelque chose, il y a un aphorisme, il y a une idée, il y a une manière de penser le monde, de penser le rapport à la littérature. C'est vraiment extrêmement fascinant et je dis absolument pas ça parce que j'en lis des textes, je lis beaucoup de textes, mais celui-là en particulier, il a quelque chose qui dépasse en fait l'horizon d'attente du lecteur. Et là, il y a une citation très intéressante, je cite, « Il vaut mieux ne pas écrire si tu n'as pas au moins l'ambition de faire trembler l'âme d'une personne. » Je trouve cette phrase vraiment magnifique et ça résume énormément ce livre. Je pense que c'est le reflet un peu de cette littérature. Je m'arrête là et on donne la parole donc à l'audience. C'est un temps si facile entre vous deux et qui a couvert beaucoup de terrain. Maintenant, nous allons ouvrir pour les questions. Comme nous enregistrons, prière d'attendre qu'on vous passe le micro pour la question. Je sais que nous avons beaucoup d'étudiants en littérature et en français, ainsi que plusieurs profs, donc nous attendons vos questions avec impatience. Ah non, on n'est pas brave, hein.
Oui, madame. Oui, juste une question qui s'enchaîne avec ce qui vient d'être dit par rapport à l'écriture. Et on a cité 4 livres jusqu'ici. On a cité une prix définitive qui change tout, évidemment. Et ce qui vous intéresse, c'est l'écriture. Vous avez aussi mentionné il y a plusieurs minutes la mélancolie que la littérature provoque quand on vit du jour au jour avec elle. Et est-ce qu'il y a une tension dans l'écriture qui exige bien sûr très souvent la solitude, la réflexion, le travail extrêmement difficile et exigeante qu'est la belle littérature, qui est difficile, qui est vraiment éprouvant, et puis le changement de mode de vie qui implique les visites, les tournées, etc. Ce désir de continuer d'écrire et ce besoin de changer de vitesse. Quelle est la complexité de votre vie? Donc, maintenant, Alexa, et de reprendre la plume avec peut-être les attentes que vous avez, que votre public qui agrandit tous les jours a aussi. Quelles sont ces complexités du privé et du public aussi, mais je reviens vers ce mot mélancolie que je trouve très, très important. Merci. Oui. Merci beaucoup. Alors, oui, là, évidemment, c'est que je serais naïf si je pensais que j'allais retourner comme ça à l'écriture, l'air de rien. Parce que les 2 années que je viens de passer ont forcément eu un effet très profond, même dans ma façon d'écrire. Je suis curieux de voir quel effet ce sera. Je ne le sais pas encore, très honnêtement. Mais c'est sûr qu'il y aura quelque chose qui sera lié à ces 2 années, qui sera lié à ce que j'ai pu voir dans le monde, qui sera lié aussi à ce qu'on a pu me dire ici et là, et bien sûr aux attentes. La question des attentes est là, mais bon, cette question-là des attentes, j'essaie de dire que c'est la moins importante de toutes, pour la simple raison que normalement, si on prend la littérature au sérieux et l'écriture au sérieux, elle a toujours été là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ça ne doit pas se passer comme si les attentes ne commençaient que maintenant. Certes, leur dimension a changé, le nombre de personnes qui les émettent a augmenté, mais globalement, les attentes ont toujours été là, d'abord parce qu'on les a envers soi-même. Donc, l'attente la plus importante, c'est ça, l'attente qu'on a envers soi-même, ou si on veut changer de mot, l'exigence qu'on a envers soi-même et qu'il faut maintenir toujours et qu'il faut avoir maintenu. Maintenant, bien sûr, il y a une pression extérieure qui est liée à ce que le prix produit, voilà. Mais la pression extérieure, je l'ai dit souvent, la pression extérieure n'est pas si grave si la pression intérieure est supérieure. C'est tout simplement ça. Faut garder plus de pression intérieure que de pression extérieure. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est l'expression, je pense, c'est ce qu'il faut avoir je pense, comme horizon. Quant à la mélancolie, bon, je pense que tout le monde peut en faire l'expérience. Hein. Les très beaux livres vous rendent toujours très triste. Voilà, c'est ça la vérité, je crois. Enfin, c'est pas la vérité, mais c'est mon idée. Je crois que à chaque fois qu'on lit un livre très très beau qui nous bouleverse, qui est très fort, le sentiment qui domine, c'est vraiment un mélange de joie, bien sûr, mais on sent qu'au fond, il y a un peu de tristesse. Et si on veut éviter le mot de tristesse, il faut employer le mot de mélancolie, je pense. Et ça, on ne sait pas dire exactement pourquoi. Pourquoi est-ce que ça nous rend si... voilà, mais parce que je pense parce qu'on sait on a l'intuition que quelque chose dans le fond des grands livres nous parle toujours de ce qu'on a perdu ou de ce qu'on va perdre. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui déclenche toujours une idée comme cela. Et c'est pour ça que ce soit comme lecteur ou comme écrivain, se confronter à la littérature, c'est toujours se confronter à la possibilité d'une forme de mélancolie très, très profonde et qu'on recherche peut-être d'ailleurs
Hein, toujours. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des joyeux lurons, on est gay et que nous ne sommes pas, nous pouvons tout à fait être superficiels et mondains et tout à fait tout ce qu'on veut. Mais, c'est pour ça que l'art est important. Il nous confronte à la mélancolie dont on sent quelle est ouais. Oui. Et puis la mélancolie peut être, en fait, la mélancolie peut être joyeuse. Je pense que dans le roman, il y a un passage qui dit que la mélancolie peut être tout à fait joyeuse et que il y a ce tableau que j'aime beaucoup. Avant même d'être un tableau, c'est une sorte de légende antique sur les deux philosophes Démocrite et Héraclite, où les deux sont représentés souvent, l'un riant, l'autre pleurant, mais exprimant la même mélancolie. C'est Héraclite qui pleure et Démocrite qui rit. Et les deux sont deux faces de la même mélancolie. Je pense que c'est Rubens qui peint. Il y a plusieurs tableaux, mais celui qui me vient à l'esprit est celui de Rubens. Oui, Marie, il y a une petite question derrière. On va aller dans le milieu et après dans le fond. Merci. 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 On vous écoute. Bonjour déjà, merci beaucoup pour votre intervention, c'est très édifiant. Pour revenir sur cette phrase sur la mélancolie, ça me fait penser à la chanson de PNL, le groupe de rap français, La misère est si belle, très belle chanson. Au-delà de ça, je voulais vous poser une question sur votre conception de l'acte de l'écriture, comme la première question qui a été posée. Et vous avez cité la bibliothèque de Babel et Borges, et il y a une idée qui revient très souvent chez Borges, telle que beaucoup d'écrivains sont souvent les récepteurs de quelque chose dont ils n'ont pas réellement le contrôle. Et dans la bibliothèque de Babel en particulier, c'est le hasard qui crée des livres. Et peut-être dans un de ces livres, dans plusieurs, on trouvera quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de magique, quelque chose d'incroyable. Donc je voulais en fait tout simplement vous poser la question sur la part de hasard, la part que joue le hasard dans l'écriture. Oui, merci beaucoup. Ben, le hasard, d'où viennent ce qu'on appelle les idées de roman, ou en tout cas l'écriture, d'où est-ce que cela vient? Qu'est-ce qui nous pousse vers une idée de roman plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est une idée qui l'emporte? Je ne sais pas. Et sans doute la rencontre, en effet, d'un fait tout à fait hasardeux et quand même d'obsessions qui sont présentes en vous déjà, à l'état latent, un état latent que ce fait hasardeux, cette rencontre hasardeuse révèle, je pense. Moi, je suis tout à fait favorable. Hein, je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas expliquer dans le travail de l'écriture, même si on peut tout à fait avoir une conscience très claire de beaucoup de choses, de ce qu'on fait. Et d'ailleurs, il faut souvent l'avoir. En tout cas, moi, je suis un partisan du fait aussi qu'il il ne faut pas tout rejeter vers un espace de mystère. Il faut quand même pouvoir, à un moment donné, songer à ce qu'on écrit. Mais il y a quelque chose qui vous échappera toujours, oui, je pense, que vous ne pourrez pas, en tout cas, exprimer ni dans votre écriture de création, ni dans votre discours méta, c'est-à-dire ce que vous êtes en train d'écrire. Il y a toujours quelque chose que vous n'arriverez pas, je pense, à exprimer. Et c'est peut-être ça, en effet, qui est la part de hasard ou de nécessité. C'est un couple conceptuel comme ça qu'on oppose, hasard-nécessité. Ben, je pense que, justement, je ne suis pas certain que ce soit aussi tranché que ça. En tout cas, quand il s'agit d'écrire, parce que vous pouvez bien sûr rencontrer des choses qui vous semblent venir du hasard. Mais moi, je crois aussi beaucoup au fait que ce qui vous fait écrire, ce qui vous pousse à l'écriture, relève aussi d'un appel, donc d'une forme de nécessité. Et que le hasard que vous croyez rencontre une nécessité en vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et que donc là, ce couple conceptuel n'est plus dans une opposition, mais dans une forme de tension féconde et créatrice. Merci.
On va aller derrière une question. Et de plus, hein, je demande peut-être à Mohamed de garder ses réponses brèves si on est dans la la nécessité. Bonjour, je suis vraiment désolé que mon question ne s'est pas très profonde comme les autres, mais je vous connais parce que tu as créé beaucoup de livres qui ont gagné beaucoup de popularité. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez créé que vous préférez en particulier ou pas du tout et pourquoi? Dans mes livres? Oui. Non, non, non. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que les relations que j'ai avec tous mes livres sont très différentes pour chacun. Mais on m'a souvent déjà posé cette question-là et la réponse que je donne, c'est d'aller demander à une mère et à un père quel est l'enfant qu'ils préfèrent. Voilà. C'est impossible de dire tel enfant. Parfois, certains le disent. Hein. C'est globalement le sentiment qui domine tout de même, c'est qu'on ne choisit pas entre ses enfants. Ok, alors le micro à Polly, ici, et après on ira devant. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Oh. Et je remercie Bouga d'avoir venu au Chicago. Moi, je suis sénégalais, je m'appelle Salim. Oui. Oui, j'ai apprécié, j'ai lu le livre, j'ai apprécié, mais j'avais deux petites questions. Donc, la première, c'était d'où vient l'idée la plus secrète mémoire des hommes. L'autre, c'est comment vous avez vécu les critiques du côté du pays natal. Ouais. Comment vous avez vécu les critiques religieusement et politiquement. Merci beaucoup. Merci. Et c'est une fierté de le voir ici au Chicago. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de... Ça aussi, c'est vraiment l'une des choses qui me touche le plus dans ces tournées-là, c'est que je rencontre des compatriotes partout. Et vraiment dans des endroits... Et puis, on rencontre même des Sénégalais dans le Midwest. C'était... merci beaucoup. Alors, la plus secrète mémoire des hommes vient d'une phrase de Roberto Bolaño, qui vient à la suite d'une longue citation. Au début du livre, on trouve la citation. Et c'est un titre que, dans notre maison d'édition, on a choisi, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. J'avais beaucoup de mal à trouver un titre. On a beaucoup cherché, on a tâtonné. Et puis finalement, c'est l'un des collaborateurs qui, au moment d'imprimer, on devait imprimer le lendemain, on a commencé à lancer, qui a dit, bah, il faut quand même trouver un titre. Et donc, lui, il a proposé ça parce qu'on cherchait, on ne trouvait pas. Et on était tous d'accord que c'était un très bon titre parce que, bon, d'abord, il venait d'un écrivain que je respecte et estime infiniment. Et puis surtout parce qu'il exprimait quelque chose du livre, quelque chose qui est à la fois très vague et très précis. C'est un titre qui est très vague et très précis parce que on a l'impression que la plus secrète mémoire des hommes, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que la plus secrète mémoire des hommes? C'est justement la question, chacun va répondre. Mais en même temps, on sent que ça désigne quelque chose de très précis. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Quant aux critiques, bon, là, ça pourrait être très long, mais pour aller très vite, le livre a été critiqué, pas tant pour lui que pour le précédent livre, De Purs Hommes, qui était un livre, je le dis ici, dont l'un des thèmes était vraiment la question de l'homosexualité au Sénégal. Sujet tabou au Sénégal qui déclenche des controverses très fortes, c'est pénalisé, etc. Le fait que j'ai parlé de ce thème dans un précédent roman a suivi jusqu'à ce livre-là, et donc, pour beaucoup de compatriotes, de nos compatriotes, le calcul, la réflexion était très simple. C'était un amalgame. De dire, en fait, si tu as eu le Goncourt, c'est parce que tu as écrit ce roman, qui est un roman pro-gay, ce qui ne l'est pas, c'est un roman pro-gay, c'est une réflexion sur cette situation au Sénégal. Qu'est-ce que ça a, comment l'appréhender, qu'est-ce que ça dit de la société sénégalaise par une fiction. Et donc, pour eux, c'était voilà, le prix que tu as payé, c'est que l'ancienne puissance coloniale te récompense en te donnant un prix important. Parce que tu as écrit quelque chose qui lui plaît. Et donc, en disant, voilà. Ça, c'était d'une part. D'autre part, la critique portait aussi, évidemment, sur les questions politiques dont on a parlé. C'est encore une fois l'ancienne puissance coloniale qui récompense un Africain, un Sénégalais. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se mêlaient.
comment je les ai vécus? Alors, d'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont exprimé leur soutien, qui ont défendu le livre, qui ont défendu une idée de la littérature, de la liberté de créer, etc. Et je ne veux pas du tout que les polémiques donnent l'impression que ça a effacé tout ça. Ça a existé, c'était un débat, etc. Évidemment, les attaques ont été violentes. Elles se portaient sur moi, elles se portaient sur la famille, elles se portaient sur le livre, la prix. Mais il faut, je dis toujours ne faut pas prendre trop personnellement ces choses-là. Quand vous écrivez un livre, vous devez vous attendre à ce qu'il soit. Il peut être lu, il peut déclencher des polémiques, des controverses, tout ce que vous voulez. Ces controverses peuvent s'étendre à vous, à votre personne. Mais quand cela arrive, il faut vraiment garder le plus de distance possible. Et en la matière, je pense qu'avec le temps, j'essaie en tout cas de garder beaucoup de distance. Parce que je me dis que lorsqu'une controverse a lieu, que quelqu'un s'exprime, et vous adresse une critique, il adresse aussi sa lecture. Il vous adresse sa lecture des choses. Il vous parle de lui-même. Il n'est pas en train de vous parler de vous. Et que d'une certaine manière, ne faut jamais prendre des choses trop personnellement, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Oui. En tout cas, dans la réception. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux quand un ami vous parle de votre roman et vous dit « je l'ai aimé pour ça, pour ça ». Mais globalement, il faut garder la distance. Et c'est ce que j'ai tenté de faire parce que c'était un débat qui s'exprimait aussi dans une société dont le cœur, même s'il y avait beaucoup d'anecdotes, de choses un peu, c'était quand même un livre. Et c'est important que dans un pays comme le Sénégal, parfois, des débats aient lieu sur autre chose que des sujets qu'on peut considérer finalement comme assez superficiels et que ça parte quand même d'une discussion littéraire. Et que même des gens qui n'ont pas lu se permettent de donner leur avis. On peut trouver ça absurde, mais on peut aussi trouver ça intéressant. Tout dépend de la perspective que vous prenez. Et voilà donc mon conseil à tous les romanciers qui un jour vont faire face à une polémique. Ne le prenez pas trop personnellement. Voilà. Merci. Oui, la prochaine question et une dernière question ici devant parce que on veut absolument que Mohamed reprenne la plume pour signer le livre. C'est ma question en fait. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis professeure de langue française et de littérature francophone à l'Université de Paul, ici à Chicago. En fait, ma collègue et moi, nous sommes là avec nos étudiants qui apprennent le français comme langue étrangère et nous avons lu un extrait de votre beau livre. Mais avant, pour mettre un peu de contexte, nous avons regardé un interview que vous avez fait juste après avoir reçu le prix Goncourt. Et c'est un interview dans lequel vous avez dit quelque chose qui nous a frappé. Vous avez dit que vous croyez que l'auteur ne peut écrire qu'un seul grand livre dans sa vie. Et la question que je vous pose, c'est 2 ans après, est-ce que vous êtes toujours de ce même avis et pourquoi? Merci. Les entretiens restent. Donc, la mémoire. Alors, bon, de façon tout à fait littérale, en fait, ce que je dis est absurde. C'est-à-dire que si je dis qu'un auteur ne peut écrire qu'un seul livre dans sa vie, c'est faux, à commencer par mon propre cas. Parce que, il y a des écrivains, il y a toujours des œuvres dans une œuvre. Mais ce que je tentais de dire par là, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a peut-être un livre qui n'est pas notre préféré. C'est-à-dire que c'est pas, comme je disais, c'est pas en contradiction avec ce que je disais en comparant aux enfants. C'est pas notre préféré. Mais, comme auteur, on sent qu'il nous a demandé plus de choses. Que peut-être c'est celui qui dans l'écriture duquel on est allé plus loin dans soi. Parfois, ce n'est peut-être même pas le livre le plus connu. Ce n'est pas celui que vous allez comme ça. C'est pas ça. Mais, je pense, et ça, oui, je continue à le penser, vraiment, qu'il y a, même dans des œuvres très immenses et très étendues, qui peuvent être de grande qualité, il y a de façon tout à fait secrète, que l'auteur le dise ou non, le sache ou non, l'avoue ou non, peut-être quelque chose, un livre qui concentre le plus d'énergie projetée dans le roman. Après, je ne dis pas que
c'est une situation qui est souvent, évidemment, on peut le savoir tout de suite. Ça peut arriver qu'on le sache tout de suite. Mais globalement, en étant tout à fait logique et rationnel, on ne peut pas le savoir tout de suite parce qu'il y a toujours la chance qu'il y en ait d'autres après, la possibilité. Et dans ce cas-là, on le saura à un moment, mais plus tard, peut-être à la fin de son œuvre, en étant honnête avec soi, on regarde ce qu'on a fait, on se dit, bah, oui, peut-être que c'est celui-là qui m'a demandé le plus de choses. Cela dépend vraiment. Mais oui, c'est une mythologie à laquelle je continue à croire. Bon, notre dernière question avant de continuer la conversation au salon. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette belle intervention. J'avoue, moi, j'ai pas encore lu le livre, mais j'ai hâte de le lire maintenant. Et ma question est un peu personnelle et je comprends si vous voulez pas y répondre complètement. Mais alors, c'est quoi le mystère de l'écriture? Je me demande comment est-ce que vous arrivez à écrire un roman? Genre, combien d'heures par jour? Est-ce que vous le faites chaque jour? À quel moment vous vous dites j'ai envie de partager ce que j'ai écrit avec quelqu'un? Est-ce que vous avez un lecteur intime et secret? Et puis, dernière question, si vous avez un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture mais qui a des doutes, quel serait ce conseil-là? Et merci. Merci beaucoup. Je crois que, bon, la question de l'écriture, son mystère, ce qui permet de déclencher l'écriture, je pense que c'est toujours très personnel chez chacun, donc bon, ce que je dirais n'est pas réplicable, on va dire. En tout cas, je ne pense pas que ça se soit lié, par exemple, à l'organisation de l'écriture. C'est-à-dire, vous écrivez le matin ou le soir, 3-4 heures par jour ou 10 heures par jour. Pour moi, ce n'est pas lié à ça. Ça vient après. Entre parenthèses, moi, j'écris la nuit. Ça n'a aucun intérêt ici, mais bon. Mais pour moi, ce qui est vraiment, ce qui précède ce moment-là où vous organisez votre écriture, c'est le moment où vous arrivez à un stade où, très concrètement, vous n'arrivez plus à porter juste le désir d'écrire et qu'il doit s'exprimer à un moment donné. Pour moi, c'est vraiment la question de la nécessité et d'une nécessité profonde qui se manifeste intérieurement et qui se manifeste psychologiquement par le fait que vous êtes obsédé par une idée, un personnage, une histoire à raconter qui s'impose à vous, qui ne vous quitte pas, et vous avez l'impression de la lire partout dans le monde, et que tous les faits qui vous arrivent sont interprétés à l'aune de cette obsession-là, que vous en rêvez, que vous en cauchemardez, et que ça a une manifestation physique. Je ne pense pas qu'un roman, d'ailleurs, j'ai dit, un roman vienne d'une idée. Moi, c'est ce que je pense. Pour la simple raison que les idées de roman, il y en a partout. C'est Céline qui dit ça à un moment. Voilà, vous tournez le coin de la rue, le barman vous raconte un truc, c'est une idée de roman. Vous ouvrez une prison, il y a 14 000 idées de roman. S'il y a 14 000 détenus, si dans la salle, les idées de roman, ça, c'est facile. C'est facile à avoir, une idée de roman. Ce qui est difficile, c'est de faire en sorte que cette idée se transforme, se convertisse en autre chose, en une image, en une obsession. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est une alchimie qui se produit, je pense, oui, assez rarement. Bon, ça peut arriver souvent, mais globalement, c'est assez rare. Mais pour moi, c'est le signe. C'est vraiment le signe. Ensuite, maintenant, les questions de légitimité, c'est aussi une autre question. Est-ce qu'on se sent légitime à écrire ou non? Comment est-ce qu'on va être jugé? Comment est-ce qu'il va nous lire, etc. Ça, vous organisez comme vous voulez. Il faut simplement savoir que la question de la légitimité ne peut pas être résolue de l'extérieur. Évidemment, vous pouvez rencontrer des gens, des écrivains, des gens qui vous disent voilà comment ça s'est passé.
qui sont des voix extérieures qui arrivent, qui vous donnent plus de courage. Vous lisez des livres qui vous donnent plus de force, qui vous donnent envie de, voilà, qui vous redonnent de l'espoir. Ça peut se passer comme ça. Mais globalement, c'est vous qui la résolvez vous-même, parce que personne ne peut la résoudre pour vous. C'est vous qui écrivez, et par conséquent, c'est vous qui, à un moment donné, habité par la nécessité, habité par la crainte et le tremblement et tout le reste, qui vous lancez. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous avez envie de le faire et que c'est important pour vous. Évidemment, la littérature, là, joue son rôle, c'est-à-dire qu'elle va se dresser devant vous de toute sa taille, de tout son poids. Elle va vous écraser, vous allez penser à ces millénaires de livres et vous allez vous demander pourquoi est-ce que le nôtre aurait une place dans cette histoire-là. Il n'y a pas d'autre réponse possible que celle-ci. S'il y en a d'autres, mais disons, je pense qu'il n'y a pas d'autre réponse possible que celle-ci. C'est que les plus grands écrivains du monde ont fait face à ça. Les auteurs que vous admirez le plus ont fait face à ça, ont douté, ont eu des complexes, ont été paralysés, ont jalousé des gens, ont désespéré, n'ont pas cru en eux, ont pleuré parce qu'ils n'arrivaient pas à écrire, ont craint d'être lus. Tous, vous les lisez. C'est pour ça que lire parfois, c'est pas si important de lire les biographies, mais parfois, de regarder comment un écrivain est devenu un écrivain est important. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, dans sa carrière, a déclenché ce désir-là et à quel problème il s'est heurté. Il y a toujours un moment où, on lit, parce qu'on lit et que ça nous habite et que c'est là, il y a toujours un moment où, bien sûr, on se dit, mais je ne vais pas y arriver, ou pourquoi devrais-je le faire alors qu'un autre que j'admire tellement l'a fait? Eh bien, ce qui peut vous donner, à la fois vous donner beaucoup d'espoir, mais ça peut aussi vous désespérer, c'est de vous dire, par exemple, que l'écrivain que vous admirez le plus a lui-même fait face à ça. C'est très ambigu. Et donc, essayez d'être du bon côté de la chose. Soyez optimiste et dites-vous qu'en réalité, avant de le faire pour je ne sais qui d'autre, si vous le faites d'abord pour vous, euh, et que peut-être, voilà, ça peut trouver son public, ne pas trouver son public, mais au moins, vous l'aurez fait. Ça peut être publié, ne pas être publié, mais au moins, vous l'aurez fait d'abord pour vous. Et je pense que, voilà, il faut s'accrocher à cette idée-là et se dire que, voilà, c'est comme ça, l'histoire de la littérature est ainsi faite. C'est une histoire de doute permanent, mais c'est aussi un doute qui peut être fécond. Donc, bon courage à toutes et à tous. Merci à vous. Je tenais vraiment à dire un dernier mot pour vous remercier pour votre écoute, remercier l'Alliance française encore, merci pour la technique, remercier les interprètes qui étaient à distance, remercier toutes les personnes qui ont organisé cette discussion, remercier la Villa Albertine et terminer par remercier Khalid qui est là, qui a animé cette discussion avec le brio qu'on lui connaît. Et Khalid est lui-même, c'est d'autant plus intéressant que Khalid est lui-même romancier. Il ne le dit sans doute pas par modestie, mais et toutes les questions qu'il me pose en réalité sont aussi des questions qu'il rencontre dans son travail. Et je tenais à le mentionner. Il a 2 textes que vous pouvez aller chercher. Voilà, donc merci beaucoup et merci à toi. À la prochaine. Rendu la tâche facile parce que je fais d'habitude ces remerciements à la fin, vous avez une personne de si vous ne voulez plus écrire, vous pouvez accueillir les événements. Je voudrais juste vous rappeler que notre prochain programme en français sera le 14 novembre, qui est un mardi au soir, c'est-à-dire à 18h30, alors que nous accueillerons François-Henri Désérable, qui lui a gagné le Grand Prix de l'Académie française la même année, 2021. Vous étiez tous les deux vraiment félicitations pour tous cela. Et ce que je voulais dire, c'est que ce sera en français. La conversation sera cette fois-ci avec Isabelle David,
Et n'oubliez pas, nous avons le livre en français, en anglais, mais on me dit que le livre en français, il est déjà tout parti, donc il reste ceux en anglais. Et merci encore à nos invités, à Khalid et à Mohamed, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci.